Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, le point russe, il est un peu éloigné de là où on est. On est bien sur les côtes africaines. Nous sommes en Namibie, à Walvis Bay. Voilà, et puis il fait chaud du coup, comme c'est très désertique ici. On a eu une tempête de sable un peu hier, beaucoup de vent qui a amené du sable du désert sur le bateau. Le ciel était rempli de sable aussi. Et voilà, donc on est en escale pour quelques jours. Et on repart après pour remonter vers le nord, vers l'Angola, le Congo, dans le but d'être à Lorient en octobre. Et voilà, Louis, présente-toi. Louis, je me présente. Du coup, moi, je fais partie de l'équipage à bord. Je suis marin à bord. Je suis marin polyvalent, c'est-à-dire que je m'occupe aussi bien du pont, des voiles, que ça peut être aussi donner un coup de main en machine, la partie plus technique du bateau. Voilà. Et Douglas, Et alors, je m'appelle Douglas et moi je fais partie de l'équipe scientifique. Donc j'embarque souvent pour maintenir les protocoles à bord. c'est Mathieu. Mathieu, un autre marin qui passe. On est dans un lieu de passage, mais dans la timonerie, donc vous verrez souvent des gens passer à côté de nous, parce que tout le monde continue à travailler à bord du bateau. Voilà, on accueille aussi du public aujourd'hui, des classes, etc., quoi. Et voilà. Et toi, Louis, ça fait combien de temps que tu es à bord? Moi, j'ai embarqué à Cape Town, donc en Afrique du Sud, il y a un mois. Et puis là, je débarque à Pointe-Noire, comme toi, je crois. Ouais, ok. Et moi, Dans 2 mois, dans un mois et demi. un mois et demi, donc tu Ouais, auras fait 3 mois, quoi. j'en ai fait 3 mois. Les marins, on fait 3-4 mois à bord. Et les scientifiques, vous faites plus 1 ou 2 mois. Voilà. Super, Si vous merci avez des beaucoup pour votre questions. présentation. Et ben, du coup, on va commencer les questions. Donc, les classes, donc je vous rappelle, pour poser vos questions à Louis et Doug, il suffit soit de les poser à l'écrit si vous n'avez pas de micro, mais si vous avez un micro, je vous invite à lever la main avec la petite icône main levée. Comme ça, j'active le son dans votre classe et on peut poser directement les questions. Alors, j'aurai une petite main levée à l'école Aristide Briand au Palais-sur-Vienne. Donc, j'active votre son. Vous pouvez vous présenter et poser votre question. On va d'abord faire une question dans chaque classe pour que chaque classe puisse poser au moins une question et puis on reviendra dans les classes une seconde fois. Alors, est-ce que vous nous entendez au Palais-sur-Vienne? Oui, c'est bon, je vais vous passer Louise. Bonjour, je m'appelle Louise, je suis dans la classe de CM1 Aristide Briand et j'aimerais savoir si certains parmi vous avaient déjà décidé d'abandonner la mission. Ah, c'est marrant comme question. Alors, Douglas, il y a déjà pensé, parce qu'il n'y avait plus de café, une fois. Sinon, non, tout le monde est content d'être à bord. On est tous volontaires pour être ici. Et puis, c'est quand même un bateau qui est confortable. On y mange très bien. Le travail est sympa. Donc, il n'y a pas énormément de raisons, de mon point de vue, pour abandonner la mission. Peut-être que Douglas. Bah non, et puis les temps d'embarquement sont relativement courts. Après, c'est sûr qu'il faut vouloir partir 5 semaines, 6 semaines de chez soi, mais le temps passe vite à bord parce qu'on est tout le temps occupé. Le bateau navigue, on travaille, on fait des stations. On vous présente Céline, qui est scientifique à bord. Voilà, il y a 150 élèves. Ah, bonjour. coucou. Hello. Et donc voilà, personne n'a pensé, je pense, à abandonner la mission encore, mais il faut faire attention, c'est vrai. Et puis aussi, à chaque fois qu'on embarque, on sait, il n'y a pas trop d'imprévus sur la date de débarquement. Ça peut varier de quelques jours, mais on sait où est-ce qu'on débarque et quand est-ce qu'on débarque. Du coup, il n'y a pas beaucoup de surprises non plus. Ça marche, merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller au Liban dans la classe de CM1 du collège Louise Wegman. Donc, j'active votre son. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Malak de CM1 en Liban. Qu'est-ce que vous a inspiré à participer à ce projet-là? Bonjour à tous au Liban. Akhla ou Sakhla, je ne sais pas si je le prononce bien.
Et qu'est-ce qui nous a... Bah, moi, je fais de la biologie. Je fais de la biologie marine. Pour un biologiste marin, c'est très intéressant de venir sur Tara parce qu'on parcourt beaucoup d'endroits différents sur les océans. Voilà, c'est très intéressant d'un point de vue science, d'un point de vue aventure, humain aussi. Et donc voilà ce qui m'a motivé à venir sur Tara, quoi. Et toi, Louis, du coup, pour un électricien marin, Bah alors c'est vrai que quelqu'un qui a envie de travailler sur les bateaux, qui travaille sur les bateaux, bah, c'est quand même un projet qui est assez unique. C'est un bateau qui est pas très grand, donc ça crée aussi beaucoup de liens avec l'équipage, les gens qui sont à bord, les scientifiques. Ah, alors on vous a perdu au niveau du son. Oui, je vois que la caméra est bloquée. Alors, est-ce que vous nous entendez? Alors, est-ce que vous nous... Alors, c'est un peu bloqué. Désolée, la caméra était bloquée et on vous entendait plus. Là, j'ai l'impression que c'est revenu. Là, c'est bon, c'est revenu, mais du coup, on n'a pas vraiment entendu ta réponse. Donc, je veux bien que tu répètes, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Du coup, donc en fait, Tara, ça reste un petit bateau. On n'est que 14 personnes à bord. Donc ça crée une ambiance qui est quand même très sympa, très familiale. Et puis en fait, tous les endroits où on va s'arrêter, on va rencontrer beaucoup de gens qui sont souvent animés d'une grande passion pour leur métier, pour le projet du bateau. Donc ça crée des super rencontres. Donc voilà, c'est quand même un bateau assez unique dans ce sens-là. Et je pense que ça attire beaucoup de monde, notamment chez les marins. Ça marche. Merci beaucoup de ta réponse. Alors maintenant, j'ai des questions à l'écrit. Je pense que la classe à Maison-Alfort de l'école Louis Pasteur n'a pas de micro. Du coup, je vous pose sa question. Alors, il y en a plusieurs. Je vais prendre la dernière. C'est est-ce que Carole cuisine bien? Bah oui, Carole cuisine très bien. On dit pas ça parce que là, elle risque de nous entendre parce que la cuisine, par rapport où on est juste en dessous. Mais oui, elle cuisine très très bien. D'ailleurs, Carole embarque. Là, il y a aussi une rotation de cuisinière. Et Sophie, qui est l'autre cuisinière, cuisine aussi très bien. Donc en fait, on est toujours très content de les avoir, que ce soit l'une ou l'autre. Et voilà, bah, c'est vrai qu'elle s'occupe de tout ce qui est aussi faire les courses du bateau. On appelle ça l'approvisionnement. Parce qu'elle doit faire les courses pour un mois et demi. Donc vous imaginez les quantités de nourriture qu'il faut avoir. Il faut essayer de rien manquer quand on est en mer. Et puis tous les jours, bah, c'est faire à manger matin, midi et soir pour 14 personnes. Donc ça fait du gros travail. Voilà, là c'est la pro sur les photos, vous voyez. On est en train d'amener bah, là c'est Louis en plus qui est sur le Zodiac. On est en train d'amener la nourriture dans des sacs de course bah, jusqu'au bateau. Et après on range tout dans tous les coins et les recoins du bateau. Il y a des cachettes un peu partout pour ranger la nourriture, quoi. On en a même sous les lits. On dort parfois sur des pots de confiture ou Ça marche. Et d'ailleurs, j'ai une autre question de Valérie Varion qui demande comment vous faites pour... Ah, pardon, désolée, je vous ai coupé. Désolée, il y a eu une petite coupure. Ah non, c'est pas grave. Carole et Sophie, C'est bon je disais que Carole et Sophie, elles ont beaucoup d'imagination. Parce qu'en fait, il faut sans cesse faire des nouveaux plats et pouvoir, sur un mois ou 2 mois, faire des plats différents. Et donc ça, c'est quand même assez génial pour nous aussi. Ça marche, super. Bah, du coup, ça répond un peu à la question de Valérie Varion qui demandait comment vous faites pour vous nourrir, donc c'est parfait. Alors maintenant, on va aller dans la classe de CM2C du Grand Lycée Franco-Libanais à Beyrouth. Donc j'active votre son. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ah, Est-ce que super. ça va là, Eh ben, vous on nous vous entendez? écoute. Oui, c'est très bien, on vous Vas-y. entend. Bonjour, je suis Andrea de la classe de CM2C du Grand Lycée Franco-Libanais. Bonjour Andrea, Kefik. Kefik. Réponds-lui en libanais. Réponds en libanais. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y. Vas-y. Par quels événements avez-vous été marqué depuis que vous êtes sur Tara?
C'est une Il y a large question. beaucoup d'événements. Ouais. Joyeux. Moi, je peux donner un exemple intéressant. Quand on naviguait depuis Cape Town, on a rencontré en mer à peu près une quarantaine, cinquantaine de globicéphales. C'est pilot whale en anglais. Et du coup, c'était un super moment. Je crois que c'était la première fois que j'en voyais autant. Et voilà, vous voyez la photo là. Et donc, il y en avait tout autour du bateau. C'était vraiment impressionnant comme moment. Et donc, ça arrive pas à chaque fois avec les mêmes animaux, mais à chaque leg, on a quand même des moments incroyables avec la nature, que ce soit des animaux ou des vues incroyables, quoi. Donc, moi, c'est ça que je retiens. Et moi, je sais pas, ça peut être un voyage qu'on a fait, par exemple, où on était en Antarctique il y a plusieurs mois. Et donc, on a pu se rapprocher d'iceberg. Et c'était très impressionnant à voir. C'est des endroits où on va pas souvent, on a peu d'opportunités d'y aller. Et donc là, on a pu passer un mois en mer de Weddell, en Antarctique. Et on a voulu étudier ces grandes masses de glace qui sont jetées par les glaciers dans la mer et qui dérivent ensuite pendant des semaines, des mois, ils ont parfois des années. Et donc on a étudié un peu ces icebergs, on les a étudiés en s'approchant très très près, comme vous voyez là sur la photo. Et c'était un moment fort pour tout le monde à bord aussi, quoi. Voilà. Super, Après, on en merci a beaucoup beaucoup. hein, de différents intérêts, mais on va s'arrêter là. Ouais, merci. Merci à vous. Alors, on va rester au Liban, mais cette fois-ci, on va aller au lycée Nar Ibrahim. Donc, ils ont une question à l'écrit. Et donc, leur question, c'est est-ce que tout le monde parle la même langue sur le bateau? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez, Louis, tu disais que vous étiez 14 à bord. Du coup, est-ce que tout le monde parle la même langue? Et combien d'entre vous parlent une ou plusieurs langues étrangères? Alors oui, c'est intéressant dans l'équipage. Donc nous, c'est tout le temps des marins français. Mais ensuite, dans les scientifiques, il y a une grande diversité des pays qui sont à bord. Par exemple, depuis donc, le mois dernier, là, le lag Cape Town Walvis Bay, chez les scientifiques, on avait donc des Sud-Africains, une Namibienne, une Canadienne, un Américain, une Française. Et donc, voilà, pour que tout le monde puisse communiquer et qu'il y ait pas et que tout le monde arrive à se mettre à la même page, la langue de travail, c'est majoritairement l'anglais. Donc bon, c'est un bateau il y a beaucoup de Français à bord et il y a une grosse culture française à bord. Donc, on entend toujours du français à bord, même quand il y a des étrangers. Mais entre nous, on essaie le plus possible de parler anglais pour que tout le monde soit dans les discussions et que tout le monde comprenne ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, on parle anglais. Après, on n'a pas tous les mêmes niveaux en anglais, mais on arrive à se faire comprendre. Ça se passe bien. Et après, il y a quelques autres langues. Je sais que notamment quand le bateau était en Amérique du Sud, il y avait beaucoup plus de gens qui parlaient espagnol aussi à bord. Voilà. Mais l'anglais, c'est quand même une langue où tout le monde arrive à se retrouver parce que voilà, maintenant, peu importe la culture, les gens qui font de la science, qui font des études scientifiques en général, ils doivent se mettre dans l'anglais puisque c'est aussi la langue de publication, c'est la langue internationale là-dessus. Donc voilà, tout le monde discute en anglais. Ça marche, merci beaucoup pour ces précisions. Alors maintenant, on va retourner en France. On va aller dans la classe de Xavier Bourguignon, qui a une petite main levée. Donc j'active votre son. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc il suffit d'activer la demande. Voilà, ça a l'air de marcher. Vous nous entendez bien? Oui. Super, et ben on vous écoute. Vas-y, Annie. Bonjour, je m'appelle Enzo, je suis en CM2 dans la classe de Xavier Bourguignon en Picardie. Et ma question est, quel est le problème technique le plus récent sur la goélette? Salut Enzo. Salut. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. On peut parler de... Ta question, elle tombe vachement bien. Alors voilà, ça s'est passé au petit déjeuner. Donc, ça, je pense que c'est plus Loïc. Ouais. Mais on a Laurent qui est mécanicien ce matin. Et en fait, donc on prend de l'eau de mer pour mettre de l'eau dans nos toilettes.
Et en fait, on est dans un port qui est assez industriel, qui est assez fermé, et où il y a énormément de méduses. Et donc là, on a des méduses qui sont venues bloquer les tuyaux. Donc ce matin, on a eu des tuyaux on n'avait plus d'eau dans les toilettes parce que les méduses avaient bloqué les tuyaux. Voilà. Donc pas plus tard qu'il y a 2 heures. Et ça arrive tout le temps. Ça veut dire que des problèmes techniques, il y en a plusieurs fois par jour, de différentes importances. Parfois, c'est une bricole, ça prend 10 minutes, et parfois, il faut plusieurs marins pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Par exemple, on a un plus gros problème, on a un problème sur le treuil, un problème hydraulique. Donc, c'est de l'huile qui met en mouvement un treuil, une sorte de tambour avec un câble dessus. Et ça, c'est un problème qu'on a eu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fait, et qu'on est en train de résoudre petit à petit avec même de l'aide depuis la Terre. On a des gens chez Tara à Terre qui nous donnent des conseils techniques. Et ensuite, on a une entreprise ici qui est venue aussi nous apporter son expertise. Donc voilà, ça dépend des problèmes. Il y a des petits et des gros problèmes, mais on arrive à faire face à toutes les situations à peu près. Super, merci beaucoup. Alors, on va rester en France. On va aller dans la classe de Sabrina Glaise. Donc, je vous envoie une demande d'activation du son. Alors, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, je m'appelle Adam. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Est-ce que vous avez des animaux sur votre bateau? Alors, non, on n'a pas d'animaux sur le bateau. Alors déjà, ça serait compliqué, ça serait peut-être pas agréable si on avait un chat, un chien, peut-être qu'il serait pas super heureux à bord parce qu'on est quand même en mer pendant plusieurs semaines. Donc voilà, c'était compliqué de s'acclimater à ça. Et puis on est 14 personnes, donc si en plus il y avait un animal au milieu à devoir gérer. Et puis un autre problème, c'est qu'on passe aussi beaucoup de frontières. Et donc en fait, les règles, elles sont plutôt stables. On connaît les règles pour les humains. Mais en fait, pour les animaux, ça dépend énormément des pays. Ça dépend, par exemple, s'il y a des maladies, des choses comme ça peut être compliqué. Il faut faire des quarantaines avec les animaux. Donc voilà, non, on n'a pas d'animaux à bord. On a juste un petit dinosaure, mais voilà, on l'a récupéré récemment. Et sinon, on n'a pas d'autres. Ça marche. Et vous pouvez peut-être nous dire, par exemple, des exemples d'animaux que vous avez croisés pendant vos embarquements? Alors, moi, je retiens vraiment les globicéphales qu'on a vu en mer récemment. Sinon, il y a beaucoup d'oiseaux. Et il y a des otaries. Il y avait énormément d'otaries à Cape Town. Et ensuite, en mer, tout le long jusqu'au Walvis Bay, on a vu des otaries partout. Il y en a vraiment partout. Et des poissons. On a vu quelques baleines aussi, mais de loin, de plutôt loin. Mais ouais, on a vu beaucoup d'animaux en mer. Des oiseaux aussi, il y a pas mal d'oiseaux qui volent. Parfois, ils se posent sur le bateau. Donc c'est rigolo, on a des oiseaux qui se posent pour se reposer. Et ils restent quelques jours avec nous avant de repartir. Ok, ça marche, super, merci beaucoup. Maintenant, on va aller dans la classe Jean Jaurès à Niort. Alors, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, je m'appelle Gabrielle de la classe de CM1, CM2 de Jean Jaurès et ma question était combien il fait de degrés où vous êtes? Il fait chaud là. Il fait 24 degrés là. Il fait 24 degrés où on est et l'eau elle a 14 degrés. En fait, c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de marins et moi le premier, quand on est arrivé en Afrique du Sud, on s'est dit qu'il allait faire très très chaud. Et donc on est arrivé avec notre t-shirt et nos shorts. Et en fait, l'Afrique du Sud, c'est pas très loin de l'océan austral. C'est l'Antarctique qui est pas loin. Donc l'eau, elle est plutôt fraîche et le vent, il est frais aussi. Et en fait, pendant toute la remontée, on n'a pas eu des grosses températures. On a eu des températures autour de 10 à 15 degrés avec des pointes à 17. Et il y avait toujours du vent. Donc il n'a jamais fait vraiment très chaud. Et en fait, là, on est arrivé en Namibie et il y a un coup de vent d'est qui vient du désert. Et en une soirée, on a gagné 10 degrés. On a pris 10 degrés en une soirée, beaucoup de vent et du sable partout dans l'air. Voilà. Et donc ici, il y a des très grosses plages de température
Douglas qui était en Namibie avant, pareil, ils ont eu des températures très froides aussi, je crois. Ouais, la nuit, il fait très froid, 5 degrés, et le jour, ça peut monter à 30 degrés. Donc, donc ça change beaucoup entre la nuit et le jour aussi. Ouais. Et c'est plutôt agréable pour le moment parce qu'avec Douglas, notamment, on était en Martinique l'année dernière, Martinique, Panama, et on a eu des températures très très chaudes. Et c'est vrai qu'on en souffre vite sur ce bateau parce que c'est un bateau qui a été fait pour les régions froides, donc qui est très bien isolé, qui essaie de capter la lumière du soleil. Et donc si l'eau elle est à 30 degrés sous le bateau et qu'il fait 35 dehors, ça commence à être pas très agréable à bord. Alors que là, on est content, on a du vent et puis l'eau est fraîche. Donc en fait, le bateau qui est en métal, il reste plutôt frais, même s'il fait presque 30 degrés dehors. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, j'ai quelques questions à l'écrit, notamment des CM2 de Château d'Hérantier à Paris, qui vous demandent si vous avez un programme pour votre travail et comment est-ce que vous vous répartissez le travail. Ouais, bah, il y a. Bah, comme Louis l'a expliqué, il y a un peu deux équipes. Il y a une équipe de marins qui s'occupe de l'entretien du bateau. Et ça leur prend, ça leur prend presque tout leur temps avec aussi la navigation. Et ensuite, il y a l'équipe scientifique qui s'occupe de toute la partie scientifique du bateau. Voilà, donc préparer les échantillons, anticiper les stations d'études, etc. Nous tous, on travaille tous ensemble quand on est en station, c'est-à-dire marins et scientifiques, on travaille ensemble pour faire les prélèvements, puisqu'il y a un marin qui va par exemple déployer un filet, et après un scientifique qui va récupérer le plancton dans les filets. Donc il y a des jours où on travaille aussi tous ensemble. Il y a aussi la nuit où on travaille ensemble, parce que voilà, donc là par exemple, les filets ou la rosette, il y a des scientifiques et des marins qui sont ensemble en train de travailler, quoi. Et donc là, ça dure 12 heures où on est tous ensemble sur le pont du bateau à travailler les uns avec les autres. Aussi, il y a d'autres moments dans la répartition des tâches où il y a les quarts de nuit, où là, le bateau navigue la nuit. Et donc, il y a un marin qui s'occupe de la navigation et il y a aussi un non-marin qui vient aider pour surveiller la nuit et tenir compagnie. Donc là aussi, la nuit, on est ensemble, on est deux, quoi. Donc, par exemple, il y a des tables de répartition de tâches pour les quarts de nuit, puisqu'il y a un roulement, on en fait tous le même nombre. Et donc, voilà comment ça marche. C'est très bien organisé à bord. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, le second s'occupe de ça, d'organiser la répartition des tâches. Et il y a un autre type de travail à bord aussi, c'est hormis la science, l'entretien technique du bateau, la navigation et les quarts de nuit, il y a une cinquième tâche qui existe, mais qui est très importante, c'est le nettoyage du bateau. Et donc là, nous tous à bord, les 14 personnes, on a une somme de tâches différentes. Par exemple, faire la vaisselle du midi ou mettre la table du midi, faire la vaisselle du soir, mettre la table le soir. Aussi, passer l'aspirateur, nettoyer les douches et les toilettes. Ça, c'est fait tous les jours par des équipes de 2 ou 3 personnes. Et donc là aussi, il y a un tableau qui répartit ces tâches-là. Donc en fait, tout le monde participe à l'entretien du bateau et on fait des rotations tous les jours pour que tout le monde change et fasse les mêmes tâches au cours de la semaine, par exemple. Voilà. Donc les journées, elles sont assez rythmées en fait. Le petit-déj, c'est à telle heure, et donc on se lève tous, et puis ensuite, bah, le travail, il est prévu, il est organisé, et on sait à peu près ce qu'on va faire dans la journée, quoi, déjà. Super, Voilà. merci beaucoup. Merci, j'espère que ça répond à leurs questions, mais je pense que oui. Alors, je vois que la classe de Valérie Varillon a plein de questions, donc je vais prendre la dernière, qui t'est plus adressée, Doug. Et donc, leur question, c'est quelle étude as-tu fait pour devenir scientifique? Du coup, j'ai fait des études de biologie. De biologie marine. C'est une partie des sciences marines. Il y a aussi la chimie marine et de la physique. Donc moi, je me suis concentré sur la biologie. Donc pour être biologiste marin, j'ai fait une licence en biologie. Donc c'est après votre baccalauréat, il faut aller à la fac, à l'université. Il faut étudier la biologie pendant 3 ans. Et ensuite, vous pouvez continuer et faire un master, c'est-à-dire 2 ans supplémentaires pour se spécialiser en biologie marine. Donc au total, ça m'a fait 5 ans d'études. Voilà. Mais il y a d'autres formats aussi, il y a d'autres écoles où c'est possible de faire que 2 ans d'études, 3 ans d'études.
Mais dans ce cas-là, c'est pas vraiment le même travail qu'on va faire, quoi. Et moi aussi, on peut aussi pousser les études et faire un doctorat pour ensuite être chercheur, par exemple. Donc il y a différents métiers et différents types d'études pour y accéder. Mais globalement, je suis allé à l'université pour faire de la biologie, quoi. Ça marche, merci. Et dans tous les cas, si vous voulez faire un travail en lien avec l'océan, l'environnement, selon ce que vous aimez, et comme disait Doug, il y a plein de possibilités. Et puis, on a l'impression que c'est beaucoup, mais une fois qu'on est dedans et qu'on aime bien ce qu'on fait, ça va super vite. Donc, du coup, faut pas, si vous avez envie, il ne faut pas vous bloquer par le nombre d'années d'études. Si vous aimez bien, vous verrez que ça passera très vite. Alors, du coup, je vais prendre une question maintenant. Il me semble qu'il ne reste plus que cette classe-là. Donc, on va aller au Liban, dans la classe de Lama Badran. Donc, j'active votre micro. Hop. Alors, il faut accepter la demande d'activation du son que je vous envoie. Alors, est-ce que vous nous entendez? Alors, ça a l'air de marcher. Est-ce que vous nous entendez de votre côté? Ouais. Alors, le petit micro est vert, du coup, je pense qu'il y a un petit problème juste dans la sortie du son. Si vous voulez, vous pouvez nous poser la question à l'écrit, comme ça, moi, je pourrais la poser à Doug et à Louis. Et en attendant, du coup, alors je recoupe votre micro, on va faire un petit quiz. Donc, on va retourner sur le site Mentimeter comme tout à l'heure. Hop. Et donc, on va voir si vous avez bien écouté ce qu'a dit Louis, notamment tout à l'heure, avec une première question qui est combien est-ce qu'il y a de membres d'équipage sur Tara? Donc, à votre avis, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 14 ou est-ce que c'est 18? Alors, on a 2 votes pour 14. On va attendre que tout le monde retourne sur le site. Alors, tout le monde est d'accord pour l'instant. On a 5 votes pour 14. On va attendre un peu que toutes les classes votent et puis après, Louis et Doug, vous pourrez nous donner la réponse et puis nous expliquer peut-être pourquoi 14 et comment sont répartis les postes. Alors, on a 7 classes. Il me semble que tout à l'heure, on avait 10 classes connectées, donc on va attendre les trois autres classes. Donc, pour l'instant, les votes sont unanimes. Tout le monde pense que il y a 14 membres d'équipage sur Tara. Alors, à votre avis, les autres classes, combien sont-ils? Si jamais vous avez fermé le site, donc c'est menti.com, il faut rentrer le code 29 96 50 38. Alors, j'ai l'impression que les votes sont stabilisés. Donc, Doug et Louis, si vous pouvez nous donner la réponse et quelques petites explications, ce serait super. Oui, alors on est 14 à bord. Et en fait, on a déjà été plus, on était 16 à bord. Et ça s'explique la différence parce qu'on a une cabine qu'on a transformée en laboratoire. Donc, du coup, on avait 2 personnes qu'on pouvait avoir en moins à bord. Et donc, voilà, on a 14 personnes. Donc, je pense qu'on va rester. C'est un paramètre qui a l'air pas mal. 14 personnes, ça tourne bien à bord et ça permet d'avoir un laboratoire de plus. Du coup, je pense que pour les prochaines expéditions, on restera sur 14. Voilà. Et donc, même si on a été 16 pendant presque 8 ans. Voilà. Super, merci et bravo à tous. Vous aviez tous la bonne réponse. Alors, la question d'après, elle est quel est le port d'attache de la goélette Tara? Alors, le port d'attache, c'est un peu comme le parking de la goélette. C'est là où on va mettre la goélette quand Tara n'est pas en navigation et qu'on va faire des chantiers, des petits travaux sur la goélette. Donc, vous avez 3 possibilités. Donc, ce sont 3 ports en France. Donc, soit c'est au Havre en Normandie, donc dans le nord de la France. Deuxième possibilité, c'est Marseille, dans le sud-est de la France, sur la côte méditerranéenne. Ou troisième option, donc pour laquelle on a déjà 4 votes, c'est Lorient, 5 votes, donc en Bretagne. Donc, à votre avis, quel est le port d'attache de la goélette Tara? Alors, on a 6 votes pour Lorient et on était à 7 juste avant, donc on va attendre la dernière classe. Voilà, on a 7 votes pour Lorient. Bon, tout le monde est d'accord? Tout le monde semble d'accord. Est-ce que Louis et Doug, vous pouvez nous confirmer que c'est bien Lorient? Moi, je sais pas. Ouais, c'est bien Lorient. Et d'ailleurs, le bateau retourne à Lorient mi-octobre. Je crois que c'est autour du 15 octobre. Marine, c'est ça? Tu confirmes c'est vers le 15 octobre? Ça. Ouais, le 15 de 16 Ouais. octobre. Le bateau revient directement de sa mission le 15 octobre à Lorient. Donc, si vous voulez venir voir le bateau naviguer ce jour-là, ce sera sans doute une grande fête.
pour la ville de Lorient, pour nous, les marins scientifiques. On sera tous très contents de finir la mission qui aura quand même duré 2 ans et pour retourner à Lorient. Super, merci beaucoup. Et alors, une dernière question. Alors, on n'a pas parlé trop de science pour l'instant, mais du coup, ça va nous permettre de discuter science un petit peu. Vous voyez que sur cette photo, il y a 3 scientifiques qui tiennent une bonbonne dans les mains, qui ont des gants rouges, et il y a une espèce de fumée qui sort de la bonbonne. Et à votre avis, que font les scientifiques et pourquoi est-ce qu'ils portent des gants sur cette photo? Donc, vous avez 2 possibilités. Donc, soit ils récupèrent du poisson congelé qui est très, très froid, ou soit ils transvasent des échantillons qui étaient dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Alors, à votre avis, on va laisser un petit peu de temps parce que c'est une question compliquée. Et ensuite, on laissera Doug et Louis nous expliquer ce qu'ils font, ce que c'est l'azote liquide, pourquoi c'est à moins 196 degrés, ou bien si c'est du poisson congelé. En tout cas, pour l'instant, toutes les classes ont l'air de voter pour la deuxième option. Donc, Doug, Doug et Louis, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse et nous donner des petites explications? Tu étais, toi, là, non, Louis? C'était au Chili? Ouais. Ouais. Là, on est en train de transférer les échantillons qui sont conservés dans de l'azote liquide. Voilà, vous le savez, à température très, 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 très froide. Donc, en fait, on conserve ces échantillons dans cette température froide pour les conserver encore plus longtemps que si on les conservait dans un congélateur, comme chez vous dans le congélateur. Et voilà, c'est une sorte de gros congélateur, mais dans de l'eau, dans du liquide, quoi. Et là, on est en train de les sortir de la bonbonne pour pouvoir les envoyer en Europe pour qu'ils soient analysés. Donc, tous les 3 mois environ, on fait ça, on vide le bateau de tous les échantillons pour qu'ils puissent être analysés et pour que le travail puisse commencer à terre. Et voilà, donc on porte des gants, bien sûr, des lunettes en général aussi pour se protéger le plus possible. Parce qu'une petite goutte dans l'œil, ça peut faire mal, ou aussi sur les doigts, on n'a pas envie de se geler les doigts. Et donc on se protège avec ces équipements-là, quoi. Et là, vous voyez, on a un camion qui est venu les chercher. Donc ça, c'était au Chili, tout au nord du Chili, après 3 mois d'expédition l'année dernière. Et on a mis tous nos échantillons dans des cartons. On a mis ça dans un camion. Donc là, le monsieur, après, il a conduit jusqu'à la capitale. Il a mis plusieurs heures pour aller jusqu'à la capitale. Ça a été stocké dans un entrepôt. Et ensuite, c'est parti par avion le plus vite possible pour Paris. Ensuite, à Paris, il y a quelqu'un qui est venu récupérer tout ce chargement et qui les a mis dans un laboratoire pour les remettre dans des gros congélateurs. Et donc, c'est une logistique un peu complexe puisque il faut maintenir la chaîne du froid. Et donc, c'est un petit challenge. Et donc, voilà, tout le monde est impliqué pour que ça se fasse bien, quoi. Super, merci beaucoup. Alors, on va reprendre les questions maintenant. Donc, j'ai la classe du Chili de Lama Badran qui m'a posé la question à l'écrit vu que leur micro ne fonctionnait pas. Et donc, leur question pour vous, c'est est-ce que vous pouvez leur citer les dangers que vous avez affrontés lors de cette expédition? Alors, des dangers en tant que tels, en fait, il y a plein de choses qui pourraient être dangereuses, que ce soit le fait d'être en mer, aussi loin, juste sur un bateau. Ça pourrait être des dangers dus aux machines, parce qu'on a des machines à bord, ça tourne, ça fait de la chaleur, on a du gasoil, on a des produits dangereux. Mais en fait, tous ces dangers, tous ces différents dangers, c'est des choses qu'on connaît et on sait comment se protéger de ces dangers. Après, c'est vrai que les choses qui restent les plus impressionnantes ou les plus oui, il y a le feu aussi, voilà, comme on voit sur l'image. Donc ça, on fait des entraînements à bord où en fait on a des formations, les marins, pour pouvoir lutter contre un incendie sur le bateau. Ensuite, on fait aussi des entraînements si jamais on devait abandonner le bateau, si jamais on avait vraiment un problème sur le bateau qu'on ne pouvait pas résoudre. Et en fait, le bateau était en train de couler. Voilà, on a des combinaisons de survie, on a des radeaux de survie. Et ensuite, on a tout plein de moyens de communication qui nous permettraient de transmettre des mayday, des appels de détresse un peu partout dans le monde et autour de nous pour avoir de l'aide. Voilà, donc tous ces paramètres, c'est des choses qu'on essaie de prendre en considération et de s'entraîner pour être prêt à y répondre. Voilà, donc c'est à peu près. Et après, voilà, la chose qui varie le plus, c'est quand même la mer. On peut avoir des conditions de mer
qui sont plus ou moins grosses selon la météo. C'est toujours impressionnant, mais on est quand même sur un bateau qui a fait ses preuves, qui est très solide. Et donc, on aura plus facilement le mal de mer. Ça sera plus facilement dur pour l'équipage que pour le bateau. Le bateau, il en a vu d'autres et il a encore de la route devant lui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. La question était quand même très ouverte, donc n'hésitez pas si vous voulez préciser la question. Oui, mettez-moi un petit message dans les questions, comme ça je peux préciser à Louis et Doug. Alors, du coup, on va retourner dans les classes, parce qu'on a plusieurs classes au lycée Nar Ibrahim. Donc, j'active votre micro. Hop. Alors, est-ce que vous nous entendez? Sinon, j'ai des questions à l'écrit en attendant. Par exemple, on a la classe de Sabrina Glaise qui vous demande si vous avez vu beaucoup de déchets plastiques. Ah, alors, je pose juste la question à l'écrit et après, je prends votre question à l'oral. Donc, la classe de Sabrina Glaise qui demande si vous avez vu beaucoup de déchets plastiques lors de vos missions. Non, tu ne peux pas. Ça t'évitera de faire n'importe quoi. Ouais, on fait un prélèvement avec un filet spécial qui s'appelle le manta et qui prélève la surface de l'eau parce que souvent le plastique il flotte. D'abord en arrivant dans l'océan il flotte, il se retrouve vers la surface et après il est dégradé, il coule dans les océans et donc nous on peut le prélever surtout quand il est à la surface. Et donc à chaque fois qu'on déploie le manta, on trouve du plastique en général dans les océans. Donc il y en a partout, sous toutes les formes, du gros et malheureusement la forme la plus abondante, ça va être des toutes petites particules, des microplastiques, parfois de taille microscopique qu'on ne voit plus et qui peuvent être vraiment impactantes pour la chaîne alimentaire. Et donc on en trouve partout, on en a trouvé même jusqu'en Antarctique, en mer de Weddell, qui est un des endroits les plus isolés au monde où il n'y a pas de ville, il y a très peu de bateaux qui passent. Et même là-bas, on a pu retrouver du plastique dans nos traits de filet. Donc voilà, c'est assez triste. Voilà, dans ce type d'environnement là que vous voyez à la photo, au milieu des glaces, même là, il y a des bouts de plastique dans l'eau. Donc on en trouve partout, on en trouve beaucoup sur les plages, puisque comme vous le savez, le plastique vient de la terre. Donc c'est une pollution terrestre, c'est ce qui est jeté par les gens, consciemment ou pas, ou c'est ce qui s'échappe des déchetteries. C'est porté par le vent dans les fleuves, par exemple, et ensuite amené dans les océans. Et donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à terre, parce qu'on dit souvent que pour le plastique en mer, les solutions sont à terre. Donc voilà, si on veut réduire les quantités de plastique dans l'océan, c'est d'abord à terre qu'il faut agir. Et voilà, donc effectivement, on en trouve partout. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager en Namibie juste avant là d'embarquer, et j'ai trouvé que c'était un pays très propre. J'étais très impressionné. J'ai vu presque aucun déchet, que ce soit dans les villes ou en pleine nature. Donc j'ai trouvé ça exemplaire comme pays. Et je pense qu'en France, par exemple, on a beaucoup d'endroits qui peuvent pas se vanter d'être aussi propres. Donc voilà, j'étais très heureux de voir ça ici. Et voilà, mais il y a d'autres pays qu'on traverse, en France ou ailleurs en Europe ou dans le monde, où effectivement les plages sont jonchées de plastique, quoi. Donc voilà, il est partout. Et donc il faut faire attention à terre et surtout recycler, bien jeter les déchets, ne rien jeter dans la nature, parce que tout ça finit tôt ou tard dans les océans. Super, merci. Et faire attention à notre consommation au départ pour réduire la quantité de plastique produit. Alors, on va aller maintenant au Liban, dans le lycée Nar Ibrahim. Donc, on vous écoute pour votre question. Bonjour, vas-y. Bonjour, je m'appelle. Bien fort. Bonjour, je m'appelle Tara et je suis dans la classe de CM1-2. Je voudrais savoir quel est le plus beau paysage que vous avez vu. Et pourquoi vous avez choisi de nommer votre fondation Tara? Salut Tara. Alors le nom de la fondation, ça vient en fait du propriétaire. Donc c'est Étienne Bourgois et Agnès B qui avaient acheté ce bateau. Et eux, ils avaient déjà un précédent bateau qui s'appelait Tara, du nom de la maison dans Entendre n'importe le vent. Voilà, c'est la maison familiale où les gens sont contents de se retrouver. Et je crois que ça venait de là, ce nom.
Et donc en fait, Tara, donc le bateau sur lequel on est, en vrai c'est Tara 5. Puisqu'il y a eu 4 Tara déjà. Voilà. Et sinon, plus beau paysage. Basta, Douglas, toi. Bah, par exemple, quand on était en Amazonie, c'était très très beau. On était dans ce fleuve immense, au milieu de la forêt équatoriale, tropicale, très 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 verte, avec beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes. Et bah, ça, c'était un paysage fantastique. L'Amazonie, on a tous un imaginaire là-dessus. Et c'était super de pouvoir y aller avec Tara et de naviguer sur ces eaux, dans les petits canaux de plus en plus petits, jusqu'à parfois la taille d'un tout petit bateau, et de voir la quantité de forêts, d'oiseaux. Enfin, c'était vraiment très verdoyant et très riche. Donc ça, c'était un super paysage. Et toi, Louis, tu as un autre exemple? Je trouve qu'il y a beaucoup de paysages qui nous marquent parce que selon les régions, c'est toujours des endroits hallucinants, que ce soit le chaud, le froid, la glace ou les forêts. Et il y a aussi tous les endroits Tara nous donne accès à d'autres endroits, comme par exemple en Namibie, là, on est dans un port qui est pas très joli, c'est un port industriel. Donc on a une plateforme pétrolière qui est à 50 mètres de nous. Je vais essayer de vous montrer. Et à côté de ça, le fait d'être en Namibie, ça nous permet d'être pas trop loin. Voilà, donc là, on a une plateforme pétrolière devant le bateau. Voilà. Donc tout le port, c'est un port de commerce avec des gros bateaux. Donc c'est pas une petite marina de plaisance sympa comme on a parfois aussi, comme par exemple quand on était à Cape Town, on était vraiment dans une partie au milieu de la ville, avec d'autres bateaux, c'était beaucoup plus sympa. Mais là, le fait d'être ici, ça nous a permis d'aller voir par exemple des dunes de sable incroyables. Il y a le désert de Namib qui est juste à côté. Walvis Bay, c'est vraiment une ville au milieu du désert, qui est entourée de désert. Et après, toute la côte, c'est comme ça, il n'y a que du désert. Et donc le fait d'être ici, dans ce port qui n'est pas très joli, ça nous a quand même permis d'aller voir ce désert de Namib avec des dunes incroyables, des couleurs splendides au lever de soleil. Voilà. C'était il y a quelques jours, donc voilà, moi je pense à ça. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais prendre plusieurs questions qui se regroupent à l'écrit de Valérie Vaillon, Pascal Chenet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le microbiome, ce que c'est, si vous avez découvert des choses sur le microbiome, voilà, autour du microbiome. Donc, du coup, le microbiome, c'est un peu compliqué comme terme, mais ça désigne tous les micro-organismes présents dans l'eau de mer. Micro-organismes, c'est-à-dire que pour la plupart, on ne peut pas les voir à l'œil nu. On a besoin d'instruments comme un microscope ou des grosses loupes pour pouvoir les voir. Et donc le microbiome, c'est ça, c'est tous ces micro-organismes qui sont présents dans l'eau de mer, qui vivent dans l'eau de mer qui vivent dans des conditions particulières. Voilà. Le microbiome qui vit sur les côtes namibiennes, c'est pas le même que celui qui vit sur les côtes françaises, par exemple, parce qu'ils vivent dans des conditions différentes. Voilà, ils n'ont pas les mêmes conditions de température, de salinité, de nourriture. Voilà, tout l'environnement est différent, donc le microbiome aussi est différent. Et donc sur Tara, on essaye d'étudier toute cette diversité de microbiomes présents dans les océans de la planète. Et donc là, par exemple, sur la photo, vous pouvez voir, par exemple, en bas à droite, une cellule de coccolithophore. C'est un nom assez rigolo. Donc cette cellule-là, elle est très 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 petite, vous ne pouvez pas la voir à l'œil nu. Mais parfois, elle se développe en quantité tellement grande, ils sont tellement nombreux, ils peuvent être des millions et des millions dans l'eau de mer, dans un litre d'eau de mer, que en mourant, ils vont couler au fond de l'eau. Et toutes les petites plaques que vous voyez sur les côtés de la cellule, c'est du calcaire. Et donc, ces coccolithophores ont donné lieu, sur les temps passés très longs, par exemple, aux falaises d'Étretat, en Normandie. Alors, vos enseignants pourront vous en parler après, vous montrer des photos d'Étretat. Mais c'est en Normandie, c'est en France. Et là-bas, il y a d'énormes falaises de calcaire. Et ce calcaire, il a été tout simplement créé par toutes ces petites cellules microscopiques. Donc parfois, ils sont microscopiques, mais ils peuvent être tellement abondants qu'ils ont des réalisations qui peuvent être vues à l'œil nu. Ils peuvent se manifester sous plusieurs formes. Ou par exemple, ils peuvent être tellement abondants dans l'eau de mer qu'ils peuvent changer la couleur de l'eau. Et ça peut être visible à l'œil nu, même depuis des avions ou depuis l'espace par les satellites.
Donc voilà le microbiome, c'est un peu complexe parce que c'est très 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 petit, mais ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent avoir des impacts très grands sur la planète. Voilà. Par exemple, deux gros impacts et services qui nous rendent, c'est qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire, puisque cette petite cellule de coccolithophore en bas à droite va être mangée par exemple, la petite crevette au milieu, qui sera elle-même mangée par des poissons. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc s'il y a des poissons dans les océans, c'est parce qu'il y a déjà du microbiome qui est présent et qui peut les nourrir. Aussi, le microbiome, il produit de l'oxygène. Et vous tous là, que ce soit au Liban, en France ou ailleurs, vous respirez de l'oxygène dans l'air. Et cet oxygène, il est produit pour moitié par le phytoplancton, par le microbiome. Donc voilà, ils sont très petits, mais ils sont très très forts parce qu'ils ont des fonctions très importantes pour la planète Terre et pour nous les humains. Super, merci beaucoup pour ces précisions, c'était très très clair. Alors, on va retourner dans la classe de Xavier Bourguignon. Je vois une petite main qui est levée. Donc, j'active votre micro et on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis dans la classe CM1, CM2 à Saint-Ouen. Avez-vous déjà secouru plusieurs animaux en danger à cause de la pollution? Moi, je me souviens je me souviens de quelque chose à Kiké. On avait trouvé un oiseau qui avait été pris dans un filet de pêche ou un truc comme ça, ou qui avait du fil de pêche autour de lui. Ah ouais. Et Douglas l'avait récupéré. Tu sais pas? Ok. Bah, alors, c'est déjà arrivé plusieurs fois c'est plus des oiseaux, parce que on n'est pas souvent, on est moins souvent sous l'eau sur cette mission, donc il n'y a pas vraiment de plongée, de choses comme ça. Mais on a déjà récupéré des oiseaux qui étaient un peu mal en point à cause de filets de pêche, à cause de fils de nylon, des choses comme ça. Et voilà, c'est le seul exemple que j'ai en tête. Ouais. Après, avec Louis, pendant une autre aventure qu'on a eue ensemble en kayak en mer Méditerranée, quand on était en Grèce, donc c'est pas loin de chez vous la mer Méditerranée, hein, que ce soit au Liban ou en France, on a des côtes méditerranéennes. Et vous savez qu'il y a des tortues marines quand même en Méditerranée. Elles sont assez visibles au Liban, par chez vous, aussi en Grèce, et puis parfois on peut les voir en France. Et là, on avait vu une tortue qui était prise dans un filet de pêche aussi. Et donc on avait pu découper le filet de pêche pour la laisser partir. Mais voilà, comme on disait, toutes les pollutions qui arrivent dans la mer, ils peuvent malheureusement tuer les animaux marins, quoi. Et nous, on ne voit qu'une toute petite partie de ces animaux qui sont pris dans ces filets ou dans ces morceaux de plastique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au comportement à terre. Et aussi, par exemple, à Cape Town, il y avait beaucoup d'otaries qui étaient sur les quais. Et il y avait énormément d'otaries qui avaient des filets autour d'elles, des choses comme ça. Et en fait, il y avait une association à Cape Town dont le but était d'aller récupérer ces otaries pour les libérer de tous ces liens ou tous ces morceaux de plastique. Voilà. Et donc, on en a vu, on était là-bas une semaine, on en a vu facilement une dizaine. Ça marche, merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question à l'oral de la classe de Champ Jaurès à Niort. Est-ce que vous nous entendez? Attends, oui. Vas-y, Victor. Bonjour, je m'appelle Victor. J'avais une question. Est-ce que vous avez trouvé de nouvelles espèces marines récemment? Alors la méduse qui a bouché le tuyau de ce matin, c'était pas une nouvelle espèce, je pense. Mais en fait, oui, depuis que le bateau navigue et travaille pour la science, il y a eu beaucoup de nouvelles espèces trouvées. En fait, on a pu se rendre compte de la quantité d'animaux ou d'organismes qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et aujourd'hui encore, on ne les connaît pas forcément parce que ils sont très difficiles à saisir, à capturer. Mais on les a vus, on les a observés brièvement et on sait qu'ils existent. Mais on les connaît encore pas bien, quoi. Il faudrait beaucoup de temps pour les étudier chacun. Et donc l'approche qu'on a sur Tara, c'est plutôt des approches où on va changer d'endroit tout le temps et faire un inventaire local, mais parfois on n'a pas le temps en fait de bien creuser ces découvertes. Mais ça a permis de découvrir une quantité énorme d'organismes qui n'étaient pas connus jusqu'alors et qu'on ne connaît toujours pas très bien, quoi. Voilà, puisqu'on utilise notamment des techniques de biologie assez poussées qui utilisent les gènes. Voilà, c'est un peu compliqué peut-être pour votre niveau, vos enseignants peut-être pourront vous expliquer.
Mais, et donc, en étudiant les gènes présents dans l'eau de mer, ben, on a pu se rendre compte qu'il y en avait beaucoup qu'on ne connaissait pas actuellement. Et donc, il reste encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à faire pour étudier les océans. Ok, merci. Merci à toi. Merci à toi. Alors, l'heure arrive à sa fin, donc je vous invite à retourner une dernière fois sur le site Mentimeter. Et donc là, c'est le moment de dire un petit mot à Louis et Doug sur l'échange que vous avez eu avec eux aujourd'hui. Donc là, vous pouvez mettre un mot pour leur dire quelque chose, dire ce que vous avez le plus aimé dans l'échange. Donc voilà, c'est à vous de mettre un petit mot et vos messages apparaîtront à l'écrit sous forme d'un petit nuage de mots. Donc la parole est à vous, c'est le moment de dire un petit mot gentil si vous avez bien aimé cet échange avec Louis et Doug. Donc voilà, il faut retourner sur menti.com et pour ceux qui ont fermé, vous rentrez le code, je le rappelle une dernière fois, 29 96 50 38. Donc voilà, il suffit de taper un mot, je crois que vous avez une possibilité, donc un mot qui va s'afficher à l'écran. Donc les classes doivent être en train de, chacune de leur côté, de voir avec leurs élèves. Ah, donc merci pour votre gentillesse. Ça marche, donc une classe vous remercie pour ça. Alors les autres classes, ça va apparaître. Ah oui, alors après ça arrive très très vite et ça change tout le temps de sens, donc il faut être un peu rapide. Alors vive les sciences et Tara, ça marche. C'était très intéressant, c'était sympa, c'était clair. Merci à vous. Voilà, plus les gros sont mots, plus ils ont été dits plusieurs fois. Donc, merci à vous. C'était intéressant, impressionnant. Les photos et vos réponses, super. Génial. Bon, bah, en tout cas, j'ai l'impression que ça a plu à tout le monde, le microbiome. Alors, voilà, ça bouge tellement vite, j'ai pas le temps de tout lire. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci les élèves pour vos participations. Merci Louis Doug pour votre temps, d'avoir pris bien le temps de bien expliquer clairement aux élèves. Je pense que tout le monde a appris plein de choses. Donc, merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à vous. Salut. À bientôt, à la prochaine.